Salut à toi, aujourd'hui on est dimanche et comme chaque dimanche à peu près, c'est la revue de presse au Canard Réfractaire et comme d'habitude on va regarder un petit peu l'actualité avec un regard qui est à la fois totalement partiel et partial. Avant de commencer, juste une petite annonce, je serai sur le Discord du Canard Réfractaire mercredi à 20h, là mercredi qui vient, pour répondre à des questions sur le média, sur les vidéos, sur les thèmes qu'on aborde, sur l'avenir, sur le financement, ce genre de trucs. Donc si tu as des questions à poser par rapport au Canard Réfractaire, tu peux les mettre en commentaire, et donc on va y répondre mercredi qui vient à 20h sur le Discord, et le lien du Discord est évidemment en description. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse donc c'est l'actualité, et je sais pas si tu es au courant, mais d'habitude, c'est un peu sombre l'actualité parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Bon, t'as deux petits trucs, tu vois, en Amérique latine où ça se passe bien, t'as deux petites victoires en France, enfin, on est content. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé il n'y a pas longtemps, et je sais pas, on n'en a jamais parlé ici, je trouve ça surprenant, c'est que aux États-Unis, donc la première puissance au monde, tu vois, tu as eu une révolution socialiste. Non mais une révolution badass, hein, je veux dire, là t'as Chavez, là t'as Castro, et là t'as Joe Biden, hein. Tout le monde en parle. Biden, c'est en fait un révolutionnaire. Toute la petite bourgeoisie médiatique trouve formidable ce qu'il fait, et tu as tous les cadres du PS qui sont émerveillés devant tant d'audace. Biden hausse la fiscalité, Biden libère les brevets. Après l'horreur de Trump, voici le printemps, et ce printemps, il s'appelle Joe. Sans ironie, tu as une très bonne vidéo de Usul qui parle de ça et qui parle un peu de ce que Joe Biden a fait et comment ça ridiculise Macron, parce qu'en fait les deux ils sont sur le même marché du libéral cool, tu vois, de Obama. Évidemment, il précise que c'est pas du tout révolutionnaire, et nous ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est faire le contrepoids, c'est-à-dire de reconsidérer tout ce qu'il a fait en matière fiscale, en matière politique, pour voir vraiment si oui ou non Joe Biden c'est Hugo Chavez. Il y a quelques nuances quand même entre les deux. C'est pas grand chose, mais il y a quelques trucs quand même. Exemple parmi d'autres, Joe Biden renforce l'escalade contre la Chine. L'ensemble des mesures que Trump avait prises, Trump le fou, tu sais, ont été maintenues ou sont même renforcées. Et dans les premières discussions entre les deux puissances, la relation s'est encore empirée avec notamment l'appellation de Taïwan comme un pays par les États-Unis, ce que Trump n'avait jamais fait. Le 13 mai, tu as eu aussi des navires de guerre états-uniens qui sont entrés illégalement dans la mer de Chine. Donc quand c'est Trump qui est méchant avec des cheveux orange, eh ben, ce genre d'attitude c'est quelque chose de guerrier, de criminel, d'ultra dangereux, tu vois. Par contre, quand c'est Joe Biden ou quand c'est Barack Obama, bah là on n'en parle pas trop parce que eux ils sont cool. J'ai l'impression que c'est ça le niveau d'analyse et de tri de l'information des médias mainstream. D'ailleurs, au budget, Biden a voulu nommer, je suis nul en prénom, voilà, son nom s'affiche, qui est réputé pour remettre en cause l'austérité, oui, donc c'était un peu un pas vers la gauche, tu vois, mais c'est aussi une anti-Sanders, et surtout grâce à Wikileaks et Assange, qu'on n'oublie pas, on a appris qu'elle soutenait la guerre de Libye et elle soutenait même le fait de voler le pétrole libyen pour financer les interventions en Syrie. Là, c'est impérialisme au carré, c'est incroyable. Finalement, elle n'a pas été nommée parce que tu as eu un jeu de pouvoir avec le Sénat qui fait que ni les Sandersiens ni la droite conservatrice ont voulu d'elle, du coup, elle n'a pas pu s'imposer. Quant au taux d'imposition aux États-Unis, en fait, il a été relevé à 25%, mais c'est toujours plus bas qu'Obama, qui l'avait lui-même baissé de 35 à 28%. Sa promesse d'ailleurs d'élévation de salaire minimum qui avait été faite à la campagne a été mise au placard très récemment. Et ça, c'est Regard qui nous l'apprend. De plus, Biden a gagné sa primaire contre Sanders grâce à l'union de l'ensemble du Parti démocrate, du monde médiatique et de la finance pour éviter que le courant socialiste états-unien ne vienne à gagner les élections. D'autant que la pression est réelle de ce côté-là, avec la montée en puissance notamment de AOC, avec un nom encore plus compliqué que j'arriverai pas à dire, dans le jeu politique états-unien. C'est donc pas pour rien que Biden a remporté ses primaires puis l'élection. Il a de bons amis qui l'ont largement financé. 75% de sa campagne, du financement de sa campagne, vient des 1% les plus riches du pays, comme nous le montrent les Échos. Et donc s'il a été élu par ces entreprises, par ce système médiatique et par ce système de domination, évidemment, une fois président, il rend des comptes, et pour ça, Joe, il est très fort. Un tiers de l'équipe de Biden au Pentagone vient directement de l'industrie de l'armement, ce qui est un des signes parmi d'autres qui montrent que le complexe militaro-industriel va se renforcer dans ce mandat. D'ailleurs, la secrétaire d'État états-unienne a soutenu l'invasion de la guerre en Irak et le sous-secrétaire à la politique de défense a soutenu, lui, la guerre en Libye, ce qui est toujours un mauvais signe, on va pas se mentir. La finance, qui était le premier investisseur de la campagne de Biden, va lui recevoir une belle part du gâteau, puisque certaines des très rares barrières
transferts qui sont faits à la bourse de Wall Street vont sauter dans pas longtemps. Quant à la dette des étudiants, elle devait normalement être allégée de 50 milliards de dollars et en fait ce sera que 10 milliards de dollars par étudiant. Et il faut rappeler évidemment que derrière la dette étudiante, c'est pas que de l'altruisme, c'est qu'il y a vraiment une bombe à retardement financière. Et pour finir, au niveau écolo, les fractures hydrauliques pour choper du gaz et du pétrole de schiste vont bien évidemment se poursuivre, et ça même sur les terres publiques. Et pareil pour le ministère de l'Agriculture, où a été nommé un très proche de Monsanto. Qu'est-ce qui explique du coup quand même ces mesures qui sont un peu sociales, qui sont un peu fiscales qu'on a vues au début là, entre guillemets? Deux choses déjà. La première, c'est que tu as un vrai lobby socialiste. Ils sont rentrés dans les institutions, ils ont vraiment un soft power qui devient de plus en plus fort, il y a vraiment un rapport de force qui se fait entre les deux, et du coup, ils arrivent à tendre la ligne de Joe Biden, surtout que le Sénat a quand même pas mal de pouvoir aux États-Unis, et vu qu'ils ont pas mal de sénateurs, la gauche socialiste, ils arrivent à influencer quand même les choses. Mais surtout, ce qui est très important à comprendre avec les États-Unis, c'est que, en fait, ils sont pas tant libéraux que ça. T'as une culture aux États-Unis qui n'est pas celle de libéraliser à tout prix parce qu'on est des idéologues, c'est on cultive la puissance états-unienne et on cultive une industrie forte qui nous permet d'être géopolitiquement très puissants. Bref, Biden, c'est Obama. Ça excite les petits bourgeois parisiens qui aiment quand le consensus néolibéral soit abordé de façon sympa, de façon cool, de façon nouveau, tu vois, un peu comme Macron. Genre Obama qui joue au basket, qui commande au McDo et qui drop le mic, tu sais, à la fin, c'est incroyable, quoi. C'est l'idole de plein de gens, mais ça ne l'empêche pas à côté de déclarer des guerres, notamment à la Libye qui était une vraie saloperie, d'enfermer Assange et de tout faire pour préserver le système de domination. Et c'est ça la fourberie bourgeoise de l'alternance. Un coup c'est Bush, un coup c'est Obama, un coup c'est Trump, un coup c'est Biden. Mais en réalité, l'empire reste le même. La puissance du capital est à chaque fois renforcée, l'impérialisme perdure et le peuple est toujours méprisé, rendu impuissant et noyé dans un enfer consumériste. Un spectacle médiatique monté de toutes pièces pour que rien ne change et que tout ne soit abordé que de manière superficielle. D'où je pense l'absolue nécessité d'être aussi critique envers le capitalisme décontracté de Trump et Joe Biden et Barack Obama qui font du basket, tu vois. C'est vraiment deux faces d'une même pièce, il faut les considérer de la même façon, juste comme une espèce de volonté de maintenir un système dans un cadre prédéfini, mais ce cadre il nous va pas, du coup il faut critiquer tout ce qui se passe dedans. Le deuxième sujet, on va donc parler d'une chose horrible, quelque chose de dramatique qui est en train de se passer, qui est inévitable, et qui s'appelle les présidentielles. Surtout celle-là, il va se passer des choses immondes avec une bonne partie de la classe politique et l'ensemble des médias de milliardaires. Et là, ils sont en train de créer des choses qui sont assez détestables et qui vont s'aggraver de jour en jour, on va pas se mentir. On va donc parler un petit peu de cette affaire avec la police. Bon, on va pas refaire toute l'histoire ici. Je te mettrai des liens en description pour creuser un petit peu si tu veux. Mais en gros, il y a eu une manif de syndicats de police devant l'Assemblée nationale avec presque tous les politiques qui sont là pour faire un peu leur course médiatique, pour se différencier des autres, même si tout le monde le fait quasiment. Et durant cette manif, tu avais un consensus, c'était de dire qu'il fallait donner plus de pouvoir à la police, notamment face à une justice qui est beaucoup trop laxiste. Sauf que le truc rigolo, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation significative de la violence. Les homicides ont, eux, sensiblement baissé depuis les années 80, par exemple. Même la violence contre la police, malgré les mouvements sociaux et tout le patatras, c'est resté stable depuis 2012. Sur le graphique de l'Observatoire de la société, on voit la courbe des délits et des crimes enregistrés depuis les années 50. Et là encore, on est sur une baisse tendancielle, malgré la politique du chiffre appliquée par Sarkozy et par son enfant Darmanin. Et bien sûr, tu as des journalistes qui opposent ces chiffres au discours des syndicalistes et au discours de la Macronie. Et ce qu'on a comme réponse, c'est évidemment la mise en avant de faits individuels pour essayer de généraliser ça et pour faire peur. Tu as Darmanin qui balance qu'il préfère se baser sur le bon sens du boucher charcutier que sur les stats de l'INSEE et sur les... Je sais pas. Peut-être qu'on peut juste ignorer Darmanin. Peut-être qu'on peut juste se dire que Darmanin n'existe pas. Et je pense que tout ira mieux. Et tu as eu aussi un syndicaliste à la télé, par exemple, qui a dit que, en fait, il fallait justement regarder la télé pour se rendre compte du problème. Voilà. C'est pas avec les chiffres qu'on se rend compte du problème, c'est en regardant la télé. Et quelque chose qui n'est visible qu'à travers la télévision, c'est ce qu'on appelle texto un événement médiatique. Des médias et des politiques se sont mis ensemble à parler encore et encore de la même chose, de répéter les mêmes mots, de répéter les mêmes concepts, et au bout de la millième fois, ce concept-là, c'est devenu une espèce de vérité.
Alors qui n'est pas basé sur grand-chose ou alors des choses très contestables, mais c'est devenu une vérité. Et donc si on enlève la partie médiatique et qu'on enlève la partie petite manifestation, qu'est-ce qui nous montre qu'on n'est pas en fait en face de quelque chose qui n'existe pas? Que ce soit le problème en lui-même ou que ce soit la grande importance surdimensionnée qu'on accorde à ce problème-là. Je crois qu'il y a une partie des dominants qui kifferait voir l'ensauvagement en France parce que ça permettrait de légitimer le retour d'un État qui est autoritaire, qui se concentre sur des valeurs identitaires, pour faire perpétuer la véritable domination, qui est une domination sociale, qui est une domination économique. Et les syndicats, ils jouent évidemment le jeu. Ça leur permet de recruter, de gagner des sous, de distribuer plein de tracts, de faire des interviews à la télé. Et à la télé, ça lui permet en fait de faire des sujets faciles, pas chers et clivants. Ça lui permet de faire de la polémique, de l'audimat, sans jamais nécessiter à aucun moment un processus journalistique. Voilà. On pense à Assange quand on voit tout ça. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, tu as un système profondément inégalitaire et antidémocratique qui produit énormément de violences sociales, et notamment les gilets jaunes. Tu as donc des mobilisations, des manifestations, et le gouvernement devient autoritaire et se sert de la police pour matraquer le mouvement social sans jamais répondre aux revendications politiques, ce qui est pourtant le job du gouvernement. Ils le font avec des stratégies de NAS, de provocation et d'infiltration des manifestations qui ne sont là que pour générer de la violence et produire des images choquantes qui pourront après être relayées par la télé. Et après, c'est les mêmes macronistes qui balancent à la télé que les flics sont détestés par tout le monde alors que c'est eux qui se servent des flics pour leur propre intérêt, enfin bref. Et on a l'impression que la Macronie essaye de ne jamais laisser de limites pour faire en sorte que tout s'empire, que les syndicalistes de la police prennent de plus en plus d'importance, qu'ils osent de plus en plus de choses. Tout ça pourquoi? Pour essayer d'imposer un débat, celui de l'insécurité, celui de l'identité, qui va leur permettre à la Macronie de ne pas parler de leur bilan catastrophique, que ce soit au niveau social, démocratique, écologique ou économique. Il y a une pensée que j'aime bien, et je vais vous la partager par rapport à la police, c'est par rapport à la logique anti-drogue de Darmanin. Bon, je sais pas si tu connais un petit peu les bails dans ce truc-là, mais en gros, Darmanin, lui, il veut criminaliser un maximum le cannabis et tout ça. Et ce qui est en fait la pire chose si tu veux lutter à la fois contre le trafic et à la fois contre la consommation. Sauf que Darmanin, lui, c'est un communicant. Darmanin, lui, ce qu'il veut, c'est faire des interviews avec Bourdin et montrer que la force de l'État est là, qu'ils sont des muscles et tout ça, et qu'ils sont là pour réprimer des gens qui font des choses illégales. Du coup, ce que lui choisit de façon purement politique, de façon purement communicationnelle, c'est le fait de taper un maximum sur les consommateurs. Mais sauf que dans la réalité des faits quotidiens, tu vois, tu as des milliers de policiers qui se retrouvent à essayer de choper des petits dealers et des petits consommateurs et à s'exposer à des réseaux qui sont un peu chelous, ce qui fait que la bêtise politique, ça provoque une espèce de pauvreté quotidienne de la police. Donc la police, elle est là pour soit faire un peu la bonne poire de la communication, soit pour assurer que les mobilisations ne mettent pas en danger le projet libéral. Ce qui fait que malgré les discours, là, en ce moment, très faciles de Darmanin sur « on soutient les policiers, machin, machin », je crois qu'il y a un profond mépris pour la fonction. Il y a un profond mépris pour la fonction. La police, elle n'est pas là juste pour assurer les plans de com' du gouvernement. Elle n'est pas là juste pour tabasser des manifestants. La police, elle est là pour pacifier la société. C'est ça, normalement, le projet. Et c'est important de garder ce cap-là. C'est important parce qu'en fait, les policiers, ils sont constamment dans un quotidien où ils sont exposés à une violence assez extrême, et du coup, ça matrixe les têtes, tu vois, c'est très dur. Sauf que si tu veux demander à des policiers d'avoir de l'honneur par rapport à la loi et par rapport à la hiérarchie, il faut que cette loi et cette hiérarchie soient un minimum honorables, et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que poser le problème de la police, c'est pas le souci. C'est juste qu'on est toujours en train de mettre des débats identitaires et des débats raciaux, là où en fait c'est un débat social et politique. C'est pourquoi est-ce que la police aujourd'hui, elle est méprisée à ce point concrètement par le gouvernement? Donc c'est pour ça, dans le débat policier, moi je propose deux trucs, c'est la légalisation du cannabis et le fait de démocratiser notre société. Voilà. Et je pense qu'avec ces deux mesures-là, on fait beaucoup plus pour la police que ce qu'on peut faire avec des soutiens aux manifestations de manière très ridicule comme fait Darmanin. Mais on parle de ça alors qu'en vrai, il y a des bonnes nouvelles. Le Conseil constitutionnel est devenu un de nos très malheureux derniers remparts contre la Macronie, c'est dire notre situation, puisque c'est encore eux, après la loi Avia, qui viennent de censurer la loi sécurité globale, et notamment le fameux article 24. On va pas parler de ça ici longuement parce que État Cryptique l'a très bien fait. Il parle notamment de comment est-ce que fonctionne le Conseil constitutionnel, et pourquoi c'est d'autant plus surprenant que la seule résistance face à nos privations de liberté vienne de gens comme ça qui sont en tout point liés à la Macronie. Ça montre qu'on n'avait pas tort de critiquer ce truc-là, qu'on délirait pas. Le gouvernement a répété que mais non, c'était de l'exagération, mais non, c'était tout à fait légal, c'est pour la sécurité de machin truc, et ben non.
et maintenant le Conseil constitutionnel est d'accord avec nous. On avait raison, et le gouvernement, encore une fois, il avait tort. Et ça, on va pas l'oublier de le répéter plusieurs fois dans les mois à venir. Autre bonne nouvelle, en Ardèche, il y a eu une toute première qui va peut-être se généraliser et que je trouve plutôt cool, c'est l'organisation d'une assemblée sur l'écologie organisée notamment par Extinction Rebellion, les Gilets jaunes et la Confédération Paysanne. C'est un combo incroyable, il y a eu d'autres organisations aussi avec eux. Et en tout, tu as 120 personnes qui se sont réunies malgré le refus de la préfecture et la menace d'amende. Et si je dis que c'est une première, c'est que d'autres assemblées citoyennes de la sorte devraient être organisées un petit peu partout, notamment par Extinction Rebellion. Et je te mets, si tu veux, en description des liens pour que voilà, tu puisses fouiller un peu ça et que tu puisses toi-même participer, voire organiser ce genre d'événement. Ça rappelle un peu Nuit debout, ça va pas changer le monde, mais ça va peut-être apporter son petit grain de sel. Dernière bonne nouvelle, tu as eu un cessez-le-feu qui a été déclaré entre le Hamas et Israël. C'est bien, c'est cool, machin, sauf que aucune des causes de cet affrontement n'a été réglée, et dans quelques mois ou dans quelques années, ça va repartir de plus belle. Mais ce qui est triste, c'est que pendant ce cessez-le-feu, il va plus y avoir d'images choquantes. Tout ce qui va rester, c'est la misère imposée par le blocus, et du coup, on va plus en parler. Voilà. Donc c'est ça qui est chaud avec Twitter, c'est que oui, ça parle de sujets des fois qui sont importants, mais ça le fait de manière tellement éphémère qu'en fait tu peux pas construire de la pensée politique là-dedans, tu peux que réagir. Et là, Twitter est reparti sur d'autres sujets à la con. Hein. Voilà. Après, il va y avoir une bombe qui va être balancée à un moment donné, tout le monde va dire « mon Dieu, il y a des bombes », et on va oublier l'analyse historique et tout ça qui va avec. Et après le Pikachu révolutionnaire, il y a aussi une oie révolutionnaire en Amérique latine. Ce continent est incroyable. Bref, c'est là-dessus qu'on termine cette revue de presse. Voilà, je sais pas si ça t'a plu, le format était un peu différent d'habitude. Dernier truc, à partir de lundi, ça va être une vidéo par jour à propos de Cuba, ça va être une interview, je garde le mystère de qui, tellement de suspense. Donc une vidéo de lundi à vendredi, après le samedi ça va être la version intégrale, et après le dimanche on va faire un live uniquement sur CanardTube avec l'intervenant pour discuter avec lui, pour poser des questions, etc., etc. Et on va revenir après sur un rythme normal à partir donc de la semaine d'après. Donc n'hésite pas à commenter pour rajouter de l'actualité, pour commenter les analyses, pour contredire, etc., etc. Comme ça le débat continue. Et aussi en description tu as plein de liens d'articles et notamment de sujets dont on n'a pas parlé, qui vient notamment du Vent se lève. Ils ont fait toute une plâtrée d'articles super intéressants. Donc voilà, tout est accessible en description. Sur ce, des bisous et à la prochaine.